Merci beaucoup. Donc, effectivement, vous savez en guide de préface que le diabète, c'est 600 000 personnes en Belgique. Donc, c'est quand même une personne sur 20. Donc, il paraît que dans nos hôpitaux, on les concentre. Donc, vous savez qu'il y a apparemment entre 20 et 40% de personnes diabétiques dans nos hôpitaux. Donc, j'imagine que vous confirmez que vous devez souvent voir des patients diabétiques. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans l'exposé de Mme Pearson, qui a parlé des AOD, on a parlé de diabète. Alors, je suis un peu dans la continuité, puisque moi, je parle des ADO. Donc, voilà. Alors, donc, je vais vraiment essayer de restreindre mon exposé aux nouveaux antidiabétiques, parce que je pense que c'est déjà assez compliqué comme ça si on n'a pas l'habitude. Mais alors, bon, il faut quand même bien commencer quelque part. Donc, en psychiatrie, on a commencé il y a 50 ans. Donc moi, j'ai commencé il y a 20 ans, voilà, pour aller un peu plus vite. Et donc il y a 20 ans, qu'est-ce qui se passait? Finalement, pour traiter le diabète de type 2, on avait finalement 3 médicaments, donc un metformine, sulfonylurée, insuline. Alors c'était des débats vraiment extrêmement passionnés, hein, avec des clans. Les universités avaient des avis complètement différents sur est-ce qu'il fallait commencer d'abord la metformine, d'abord les sulfonylurées, est-ce qu'on pouvait mettre la metformine avec l'insuline? Enfin, on ne peut pas plus imaginer maintenant ces débats qui sont depuis tout à fait terminé, puisque comme vous allez voir, les choses pour ça sont maintenant, en tout cas pour ça, plus claires et peut-être moins claires justement avec les nouvelles molécules. Alors le problème qu'on avait à l'époque, c'est bien sûr on n'avait que 2 ou 3 molécules, mais comme vous le savez peut-être, le diabète de type 2 est une maladie chronique évolutive. Et donc, quand vous démarriez, maintenant toujours d'ailleurs, quand vous démarrez un traitement par metformine, la metformine, c'est toujours malgré qu'il est sur le marché depuis 60 ans, c'est toujours le traitement de premier choix, de première ligne du diabète de type 2, eh bien, on sait que même si la plupart du temps, les patients répondent très bien dans les premières années, eh bien, on voit que cette réponse, vous voyez ici, s'amenuise assez rapidement, puisque vous voyez que sur des patients qui ont bien répondu à la metformine ou à une sulfonylurée en première ligne, vous voyez qu'après 1 an, 2 ans et 3 ans, le taux de réponse, donc de dégradation du diabète, vous voyez, est très important. Et donc ça, c'est une étude très célèbre en diabétologie de 2006, l'étude ADOPT, qui montre un peu la même chose. Vous voyez en fait en rouge les sulfonylurées, très bonne réponse au départ du diabète. Et puis vous voyez très rapidement, en 5 ans, vous voyez que la glycémie remonte. C'est aussi le cas, mais beaucoup moins ici en voyez en vert avec la metformine. Et c'est encore moins le cas, vous voyez, avec un autre médicament, ici en bleu, qui est la rosiglitazone, qui n'existe plus sur le marché, mais c'est de la classe des glitazones. Il y en a encore un qui s'appelle Lactos, la pioglitazone, dont on ne va pas parler beaucoup, mais qui est peut-être le premier des nouveaux traitements, si vous voulez, du diabète de type 2 apparu il y a 20 ans. Et vous voyez déjà un avantage de ces médicaments, c'est qu'il y a, avec un mot un peu franglais, une durabilité plus importante de cette molécule par rapport aux molécules historiques. Voilà, alors ça c'était il y a 20 ans, alors ça c'est aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Alors d'abord, ce qui est très simple, hein, c'est que la metformine reste le traitement de première ligne. Donc je ne vais pas en parler, parce que si vous voulez, je peux répondre à des questions, mais comme on en parle depuis 50 ans, aujourd'hui je ne vais pas en parler. Mais vous voyez qu'en seconde ligne, après la metformine, on a maintenant le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire, classes thérapeutiques différentes avec l'insuline. Et ça, c'est en bithérapie. Et en trithérapie, vous remélangez tout. Donc, les combinaisons maintenant possibles sont importantes. D'autant plus que ici, tout ça sont des classes de médicaments. Dans chaque classe, vous avez entre 3 et 10 molécules. Donc, je vous avoue, je vous plains un peu, j'avoue, parce que même nous, on a parfois difficile à s'y retrouver parce que ce que je ne vais pas en parler après parce que ça, c'est un peu notre cuisine interne. Mais dans toutes ces combinaisons qui sont possibles en diabète en Belgique, il y a toutes sortes de critères de remboursement qui fait que seules certaines combinaisons sont possibles dans certains cas, et donc c'est assez complexe. Mais ça, je vous fais grâce de ces choses-là. Mais donc, vous voyez, donc maintenant, les choix se sont considérablement élargis. Alors, le point de vue ici du diabétologue, finalement, pourquoi nous prescrivons ces nouvelles molécules, parce qu'elles sont quand même, on a quand même l'impression, hein, quelque part, bon, il n'y aura pas beaucoup d'EBM dans cet exposé, mais ici, il y a quand même un peu d'EBM, on a quand même l'impression qu'elles sont, pour certaines, plus efficaces,
Et surtout aussi, elles ont beaucoup moins d'effets secondaires en tout cas que les sulfonylurées ou l'insuline qu'on peut s'en passer. Puisque vous voyez, bon, certaines, vous l'avez déjà vu avec les glitazones, c'est le cas aussi pour d'autres, elles ont une efficacité, donc une durabilité plus importante. Toutes les nouvelles molécules, enfin parmi toutes les nouvelles molécules dont on va parler, il n'y a aucune qui en monothérapie ne donne d'hypoglycémie. Donc ça c'est quand même assez, si on avait dit ça il y a 20 ans, on ne l'aurait pas cru, c'est quand même révolutionnaire. Vous traitez un diabète, vous réduisez la glycémie, mais vous ne l'amenez jamais plus bas que la normale. Alors, ça aussi, on aurait dit ça il y a 20 ans, on aurait dit c'est la science-fiction. Elles sont maintenant toutes neutres sur le poids, ou même elles font maigrir. Donc c'est le cas des agonistes GLP-1 et des inhibiteurs de GLT2 dont on va le plus parler en deuxième partie. Alors certains aussi ont des effets modestes mais quand même significatifs sur d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Par exemple, maintenant, certaines molécules antidiabétiques diminuent aussi un peu la tension artérielle. C'est le cas, encore une fois, des glyphosines inhibiteurs GLP2 et des agonistes GLP-1. Alors, on va voir la dernière révolution, c'est que certaines de ces drogues ont aussi un effet protecteur cardiovasculaire intrinsèque, ce qui est aussi assez, donc, c'est-à-dire un effet indépendant de l'action sur la glycémie, ce qui est aussi très nouveau et impressionnant. Et enfin aussi, ces mêmes drogues auraient aussi une néphroprotection. Donc, vous voyez un peu, ça, de notre point de vue, c'est un peu toutes les raisons pour lesquelles on est tenté actuellement de prescrire ces nouvelles drogues. Alors, bon, je vous rassure quand même un peu, si vous regardez le marché en Belgique, vous voyez que toutes ces nouvelles drogues ne concernent quand même encore que 10% des patients type 2, parce qu'il y a quand même déjà pas mal de patients, et vous voyez que le haut du pavé est encore tenu par la metformine, ce qui n'est pas étonnant, puisque scientifiquement, c'est toujours le traitement de choix, et les sulfonylurées, ce qui est un peu plus étonnant, mais qui se comprend, parce qu'en Belgique, c'est, avec la metformine, les seuls médicaments qui n'ont pas besoin de critères de remboursement, d'une part. Donc, on les prescrit à n'importe qui, n'importe comment, et, enfin, n'importe comment, non, mais vous n'avez pas besoin de documents particuliers, et en plus, elles sont en très bon marché, donc elles sont encore pour ça. Mais le jour, ça va arriver très prochainement, que la classe des DPP4, c'est-à-dire les gliptines, qui ont maintenant déjà le premier, qui est le Januvia, maintenant plus de 10 ans sur le marché, ils vont être génériqués. Donc dès que les critères de remboursement vont sauter pour ces classes-là, vous allez voir que ça va monter très vite. Voilà, alors pour vous dire quand même, pour commencer l'histoire par un point, pour n'en dire que quelques mots, parce que je sais que c'est très peu prescrit en Belgique, mais quand même c'est une histoire assez intéressante. Donc on peut dire le premier des nouveaux médicaments, enfin, ou de la nouvelle classe, donc c'était il y a 20 ans, les glitazones, qui sont arrivés vraiment à l'époque avec un mécanisme d'action tout à fait nouveau, puisque c'était le premier des médicaments du diabète qui agissait spécifiquement sur la résistance à l'insuline. Et vous savez que dans le diabète de type 2, c'est quand même dans la pathogénie, la résistance à l'insuline est très importante. Et comment ça se faisait? C'est ce qu'on appelait à l'époque et ce qu'on appelle toujours le remodelage graisseux. C'est-à-dire qu'en fait, ces molécules, donc maintenant vous avez lactose, la pioglitazone, donc ces molécules en fait diminuent la graisse abdominale. Malheureusement aussi, elles augmentent la graisse totale, donc elles augmentent la graisse cutanée. Donc le patient perdait sa mauvaise graisse, mais enfin quand même, il prenait du poids sur la balance. Donc ce n'était pas toujours facile à vendre. Et malgré ça, ce sont toujours d'ailleurs des très bonnes molécules. Donc la pioglitazone a un effet souvent chez beaucoup de patients très prolongé sur le diabète, mais elle n'a pas été beaucoup prescrite et elle n'est pas plus beaucoup prescrite en Europe parce qu'il faut dire qu'il y a eu une histoire que j'appelle un peu la malédiction des glitazones, où il y a eu plusieurs papiers qui ont fait un gros buzz médiatique, si vous voulez, comme cette méta-analyse de Niston de New England de 2007, qui disait que finalement les glitazones provoquaient des infarctus myocardiques. Donc c'était un peu, si vous voulez, vous donner un traitement antidiabétique pour protéger les patients contre les maladies cardiovasculaires. Et finalement, on vous dit qu'un traitement donne plus de maladies cardiovasculaires. Donc, gros buzz qui a fait qu'un des médicaments, la rosiglitazone à l'époque, a été retiré du marché en Europe. Puis plus récemment, alors qu'il y a toujours, si vous lisez de temps en temps le New England, vous verrez qu'encore souvent, y compris l'année passée, un très bel article qui a montré que lactose pouvait
avait un effet positif sur la récidive des accidents cardiovasculaires, des AVC chez des patients en prédiabète. Donc malgré une littérature toujours très positive, tant au niveau diabéto et cardiovasculaire, il y a eu aussi quelques études qui ont soulevé le risque de cancer vésical pour la pioglitazone. Donc ce risque est probablement soit non existant, soit surestimé, mais donc tout ça a fait que finalement l'un dans l'autre, ces molécules, avec tous ces buzz un peu négatifs, n'ont pas été beaucoup prescrites et certaines molécules ont été retirées du marché pour ces raisons. Voilà. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, dans la liste des médicaments, j'ai vu là, notre collègue psychiatre a montré la liste des médicaments les plus prescrits au monde, il y avait des neuroleptiques, juste un peu en dessous, il y avait des antidiabétiques et il y avait Lactos, donc cette fameuse ces fameuses glitazones. Et donc, à l'heure actuelle, malgré les effets secondaires connus, dont certains vous intéressent, eh bien, il y a toujours des diabétologues qui sont des grands défenseurs de ces molécules, hein, même si elles ne sont pas très populaires. Pourquoi? Je vous l'ai dit, pour la durabilité de l'action et surtout sur la cible spécifique de l'insulinorésistance. Maintenant, qu'est-ce qui peut vous intéresser pour les patients qui sont sous Actos, sous pioglitazone? Eh bien, c'est qu'on sait qu'il y a, je vous avais déjà parlé de la prise de poids, mais il y a surtout aussi un risque de rétention hydrique. Donc, ces drogues donnent, on va dire, une rétention hydrique, même utilisée en monothérapie, à l'état de base, évidemment plus ou moins importante chez les patients, mais qui va être plus important chez les patients en insuffisance cardiaque. Et donc, on sait que ces molécules ont un risque de décompenser une insuffisance cardiaque. Donc, elles sont en principe contre-indiquées chez les gens avec insuffisance cardiaque. Et aussi, mais normalement, ce n'est pas permis en Belgique, elles vont aussi favoriser la rétention hydrique quand vous allez combiner à ces drogues de l'insuline. Donc, il n'est pas du tout conseillé de prescrire la pioglitazone avec de l'insuline à cause du risque de rétention hydrique et éventuellement d'insuffisance cardiaque. Voilà, et donc les conséquences pour vous, c'est que d'abord, si vous voulez arrêter le médicament, il faut savoir que c'est une drogue qui agit donc, au niveau du noyau cellulaire, d'ailleurs sur toutes sortes, on ne sait même pas encore très bien sur quoi exactement ça agit, parce qu'on sait que ça va réguler la transcription de plus de 100 gènes différents, mais donc on sait en tout cas que ça agit au niveau de la transcription génique, et donc l'effet est long pour prendre sa pleine action, mais quand vous arrêtez le médicament, il y a aussi un certain temps, et certainement plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour que l'action du médicament disparaisse complètement. Et donc, en tout cas, il est certainement conseillé de l'arrêter, même s'il n'y a pas d'études qui disent exactement quand faut-il l'arrêter, mais ce qu'on peut lire dans la littérature, dans une littérature anesthésiologique, c'est que les experts disent, voilà, comme finalement quand on arrête Lactos, la glycémie met 5 à 7 jours pour remonter, on se dit que si on veut l'arrêter, parce qu'on craint évidemment la rétention hydrique, eh bien il faudrait probablement l'arrêter une semaine avant l'intervention, la procédure. Voilà, donc ça, je ne vais pas dire beaucoup plus sur ces drogues, puisque je sais que c'est très peu prescrit en Belgique, donc je vais maintenant me concentrer sur des drogues plus prescrites. Et donc, il y a deux classes de médicaments actuels, donc les agonistes du GLP-1, d'une part, donc, et les inhibiteurs du DPP-4 ou gliptine, d'autre part, qui toutes les deux basent leur action antidiabétique sur l'effet incrétine. Alors, je vous dis en deux mots, je vous rappelle en deux mots ce que c'est l'effet incrétine. Oui, voilà. Vraiment rapide. Enfin, on pourrait le faire très long, mais rapide. Donc, l'effet incrétine, c'est quoi? Au départ, l'effet incrétine, en fait, a été décrit quand on a remarqué que quand on prenait du sucre, du glucose par la bouche ou qu'on l'injectait en intraveineux, il y avait une sécrétion d'insuline qui était différente dans les deux cas. Et donc, on a remarqué que prendre du sucre par la bouche, ça stimule plus la sécrétion d'insuline que quand vous injectez une quantité similaire, équivalente en intraveineux. Et pourquoi? Eh bien, à cause de l'effet incrétine, qui est en fait lié à la sécrétion d'hormones intestinales, c'est-à-dire principalement le GIP et le GLP-1 dont on va plus parler. Et donc, que fait ce fameux GLP-1? Eh bien, voilà, vous avez ici des diabétiques qui sont en hyperglycémie, comme vous voyez, ils partent à plus de 200 de glycémie. On leur infuse du GLP-1 en IV, en continu.
Et qu'est-ce que vous voyez? Voilà, donc le GLP-1 va stimuler la sécrétion d'insuline endogène. Et donc, vous voyez que comme voilà, l'insuline endogène augmente, le glucagon diminue, les points blancs, c'est le placebo. Et vous voyez que d'une manière attendue, la glycémie chute jusqu'à arriver à des valeurs normales. Ça, jusque-là, c'est pas très original. Ce qui est, par contre, tout à fait incroyable pour nous, c'est que cet effet est vraiment, si vous voulez, très dépendant de la glycémie. Donc, quand la glycémie diminue et quand la glycémie revient à la normale, l'action insulino-sécrétoire du GLP-1 diminue aussi, disparaît. Et donc, vous voyez que quand vous continuez l'infusion, ici, alors que la glycémie est normale, vous voyez que d'abord, la glycémie ne descend pas plus bas, et vous voyez que la sécrétion endogène d'insuline n'est plus stimulée, et le glucagon, hormone contre-insulinique par excellence, lui est stimulé. Donc finalement, l'effet incrétine, donc via le GLP-1, c'est un effet hormonal qui est capable de stimuler la sécrétion d'insuline et inhiber le glucagon en hyperglycémie, mais qui le fait d'une manière vraiment glucodépendante, c'est-à-dire que l'effet s'amenuise complètement en homoglycémie, ce qui fait que donc les médicaments qui vont être basés sur cette classe, comme vous voyez, vont avoir un effet antidiabétique, mais pas hypoglycémiant. Voilà ce qui est tout à fait nouveau là-dedans. Voilà. Malheureusement, le GLP-1, comme ça, c'est difficile à utiliser parce que, vous avez vu, là, c'est une perfusion continue, en intraveineux. Pourquoi? Parce que le GLP-1 est extrêmement vite dégradé dans l'organisme. Vous voyez, sa demi-vie, c'est 2 minutes. Donc c'est très très peu. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une horrible, je ne sais pas, enzyme qu'on appelle le DPP4, donc très difficile à prononcer, dipeptidylpeptidase 4, dipeptidylpeptidase 4, oui, voilà, donc on dit DPP4, et cette enzyme va aller cliver ce GLP-1 natif et pour le rendre tout à fait inactif. Donc le GLP-1 endogène va être clivé par le DPP4. DPP4 qui est en fait une enzyme qui est vraiment ubiquitaire, elle est dans beaucoup de cellules, et en particulier elle est exprimée par l'endothélium capillaire. Donc dès que le GLP-1 arrive, comme on voit ici, dans le sang, après sa sécrétion par les cellules iléales, il est clivé. Donc la demi-vie du GLP endogène est faible, et donc si vous voulez utiliser du GLP en médicament, c'est impossible, sauf à le mettre en pompe en perfusion continue, ce qui n'est pas très pratique. Et donc, pour les patients diabétiques de type 2 qui sont déjà, si vous voulez, en manque, ça on le sait, en manque de GLP-1, la sécrétion de GLP-1 est diminuée, vous avez ce DPP4 qui le dégrade, et donc finalement vous avez un gros pool inactif de GLP-1, un pool actif moins important. Alors, le génie, évidemment, si on peut le dire comme ça, de l'industrie pharmaceutique, c'est d'avoir développé des inhibiteurs du DPP4, donc vous inhibez la dégradation, donc le GLP-1 endogène est moins dégradé, sa nuit augmente et sa concentration plasmatique augmente. Donc ça, c'est le principe des inhibiteurs DPP4 ou glyptine. Pourquoi glyptine? Parce que toutes les molécules se terminent en glyptine. Voilà, ça c'est facile. Voilà, ouais, alors c'est là que je commence à vous plaindre, parce que ce n'est pas fini, on a encore après. Mais vous voyez, ça c'est toutes des glyptines qui sont actuellement sur le marché, en Belgique, remboursées. Donc la plus ancienne, c'est le Januvia, peut-être que ça c'est peut-être la plus prescrite. Ça, c'est les plus récentes. Alors comme rien n'est simple, et pour améliorer la compliance des patients, on essaie maintenant de plus en plus de faire des médicaments combinés. Donc vous avez tous ces médicaments existent, vous voyez, en combinaison avec la metformine. Donc si vous avez du Gentadueto, ça veut dire que c'est de la linagliptine avec la metformine. Voilà, vous voyez les combinaisons possibles. Pourquoi? Parce que comme vous savez que la metformine est le premier traitement du diabète de première ligne, forcément c'est logique de les combiner. Voilà. Il faut dire aussi qu'en diabétologie, c'est un peu particulier. Tous ces médicaments, vous voyez, sont en AF, c'est-à-dire qu'ils coûtent tous plus ou moins cher, et les derniers même très chers, ce qui fait que l'INAMI de moins en moins les rembourser, mais historiquement, c'est comme ça. Dès qu'ils sont remboursés, c'est en catégorie A, donc le patient ne paie rien. Donc c'est un peu tout rien chez nous. Ou bien tout est remboursé, ou bien rien. C'est la spécificité de diabétologie.
Voilà, alors évidemment, bon, je passe un peu tout ça. Bon, vous imaginez que ces gliptines ont quand même un effet antidiabétique significatif, hein, sinon on ne les prescrirait pas. Donc ça, je passe, d'accord. C'est sans doute moins puissant, enfin sans doute, c'est certainement moins puissant que les sulfonylurées. C'est en moyenne 0,5% de moins d'hémoglobine glyquée, mais vous savez, l'hémoglobine glyquée, hein, qui vous donne la moyenne de la glycémie sur 3 mois. Mais enfin, ça ne veut pas dire grand-chose parce que tout dépend aussi de où vous partez. Donc les gens qui partent de plus haut, ils descendent plus que ceux qui partent de plus bas. Mais ce qui est surtout intéressant, hein, comme je vous le disais, c'est que non seulement ça fait baisser la glycémie moyenne, mais vous voyez, il est neutre sur le poids par rapport à une bonne vieille sulfonylurée ici, vous voyez, qui va, elle, faire prendre du poids, comme l'insuline. Donc ces médicaments sont neutres sur le poids et comme vous voyez aussi, ils ne donnent pas, alors vous voyez ici 5%, mais donc 5% d'hypoglycémie, mais dans ces études aussi, c'est des hypoglycémies rapportées. Hein, donc ce n'est pas forcément des vraies hypoglycémies, c'est des plaintes des patients. Mais donc vous voyez que virtuellement, ces gliptines ne donnent pas d'hypoglycémie par rapport aux sulfonylurées. Donc, en résumé sur les gliptines, bon, efficaces, en tout cas dans les premières lignes, pour baisser la glycémie du diabète de type 2. Ils n'entraînent pas d'hypoglycémie, ils sont neutres sur le poids. Donc je ne l'ai pas encore dit, mais ils sont extrêmement bien tolérés. Donc pour moi, virtuellement pas d'effets secondaires. Enfin, c'est quand même rare, mais c'est vrai. Virtuellement pas d'effets secondaires. Et en plus, ils peuvent être utilisés en cas d'insuffisance rénale. Donc tous. Je reviens peut-être en arrière. Voilà. Tous peuvent être utilisés en insuffisance rénale, même sévère, même préterminale. Ils demandent tous une adaptation de dose, sauf le Trajenta, la linagliptine, qui lui c'est dose unique à tout degré d'insuffisance rénale, sauf dialyse. Je dois aussi vous dire qu'il y a des adaptations de dose en cas d'insuffisance rénale, mais c'est vraiment pour respecter des concentrations pharmacologiques sanguines. Maintenant, je sais que les firmes pharmaceutiques ont fait des études de toxicité avec des concentrations de 10 fois les concentrations usuelles dans le sang, où on n'a pas mis en évidence d'effets secondaires. Donc pour l'instant, on n'est même pas sûr, si vous voulez, que si on n'adapte pas les doses, on verra des effets secondaires. Enfin, évidemment, on reste prudent à ce propos. Mais donc, très bien toléré. Bon, risque de pancréatite, ça a été bien démontré dans des méta-analyses de grandes études, mais reste rare, pancréatite lithiasique. Alors, conséquences pour le périopératoire, donc vous allez voir aussi, il y a certaines choses qui évoluent en fait là-dedans, parce que finalement, on se dit, ces nouvelles drogues, finalement, elles sont finalement un profil pas si mal. Pourquoi pas finalement les utiliser en anesthésie ou en périopératoire ou pour le traitement du diabète intra-hospitalier, même si maintenant on est toujours insuline principalement. Et donc, si vous lisez un peu les consensus que j'ai lus pour préparer l'exposé, effectivement, on dit, en théorie, les gliptines pourraient être continuées le jour de l'intervention. Bon, bien sûr, si le patient reste à jeun, il ne peut pas manger, ça peut être un peu plus compliqué, mais en théorie, il n'y a pas de problème à les utiliser, d'autant plus que, comme on l'a dit, il y a une adaptation de dose, mais pas d'impossibilité en cas d'insuffisance rénale, même aiguë. Mais, bon, pas de BM, donc vous savez, pas d'études pour l'instant de sécurité, et donc, la plupart des experts en restent au point de recommander de stopper les gliptines le jour de la procédure et les reprendre avec l'alimentation orale, bien que, comme je viens de vous le dire, il y a pour l'instant en cours des protocoles d'utilisation des gliptines dans le traitement du diabète et de l'hyperglycémie intra-hospitalière, vous voyez, comme ce protocole-ci, qui date déjà de 2013, où on a montré que c'est une étude randomisée, où des patients donc, en hyperglycémie à l'hôpital ont été randomisés, insuline basale bolus, donc sitagliptine, Januvia, ou Januvia et insuline. On pouvait bien sûr rajouter de l'insuline en supplément en cas d'hyperglycémie. Qu'est-ce qu'ils ont montré? C'est que le fait d'avoir mis du Januvia permettait de réduire la dose totale d'insuline administrée et les injections, et le nombre d'injections administrées aux patients. Donc il y a encore des études en cours à ce propos, et avec d'ailleurs d'autres, avec les GLP-1 agonistes aussi, on va en parler après. Alors ça c'est donc les gliptines, c'est-à-dire ils vont augmenter la concentration endogène de GLP-1. Alors maintenant, bon, ça ne reste encore que 1-2 fois la normale, enfin non, ça ne reste qu'une ou deux fois le taux de base qu'avait le patient avant la prise du médicament. Alors on a une autre classe de médicaments qui sont les GLP-1 agonistes, où là c'est encore une fois sur l'effet incrétine, mais plutôt que d'injecter du GLP-1
exogène, on injecte un agoniste ou un analogue du GLP-1 qui va être résistant à la dégradation par le méchant DPP4. Hein, donc, vous avez sans doute entendu parler, donc le premier qui est arrivé sur le marché il y a déjà 10 ans, c'est le Byetta, donc l'exénatide, peptide à l'origine découvert dans la salive de cette ravissante bête qu'on appelle le monstre de Gila. Donc, c'est un lézard qui ne se nourrit que 2 fois par an. C'est curieux, 2 fois par an. Il paraît qu'il est très agressif dans cette période-là. Alors, on ne sait pas pourquoi, en fait, cette exénatide donc, se trouve dans sa salive. Genre, apparemment, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il se nourrit que 2 fois par an. On pense que c'est plutôt une sorte de venin, donc, parce que ça a des propriétés aussi anticoagulantes. Enfin, voilà, mais donc, première molécule. Donc, bien sûr, maintenant, on ne doit pas élever des monstres de Gila pour avoir l'exénatide. Il est fabriqué depuis. Et donc, c'est le premier. Vous voyez, c'est en stylo. Donc, c'est là que je comprends que la complexité augmente, puisqu'on a maintenant des médicaments antidiabétiques qui se donnent en sous-cutané, en stylo. Donc, c'est comme le Canada Dry, quoi. Hein. Ça ressemble à l'insuline, mais ce n'est pas de l'insuline. Alors, vous voyez ici, il y a 2 stylos parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est l'aviation, je crois. Donc, il y a un effet par rapport aux gliptines, qui sont vraiment, j'ai dit, effets secondaires quasi nuls. Il y a quand même un effet secondaire assez fréquent des GLP-agonistes, c'est les effets secondaires digestifs, et en particulier les nausées. Plus fréquent, c'est les nausées. Mais vous voyez, un peu comme la metformine, en fait. Hein, mais vous voyez, ces nausées ont tendance à s'amenuiser au fil du temps. Et c'est pour ça, encore une fois, exactement comme la metformine, qu'en général, on commence par une petite dose, premier stylo, et on continue, après quelques semaines, par la dose de croisière active, mais qui sera alors à ce moment-là mieux tolérée. Voilà. C'est quand même rare, je dirais, c'est moins de 5% des patients qui doivent arrêter le traitement à cause d'effets secondaires digestifs. Alors ça, c'est un autre, le Victoza, que je pense qu'il est un des plus prescrits en Belgique. Donc le Byetta, c'est 2 injections par jour. Le Victoza, ce n'est qu'une injection par jour. Alors ici, c'est une demi-vie un peu plus longue, donc on ne le donne qu'une fois par jour. C'est plus un agoniste, c'est plutôt un analogue, hein, au niveau, si vous voulez, biologie moléculaire. Voilà, mais on ne donne qu'une fois par jour. C'est probablement aussi un des plus puissants qui existe pour l'instant en Belgique, avec le trolicitylbiduréon. Et alors voilà, donc effet, donc j'en ai parlé bien sûr sur la glycémie. Voilà, vous voyez ici quand vous donnez, vous voyez ici il y a plusieurs doses. On va prendre, vous voyez ici par exemple, ça c'est la dose de croisière habituelle, hein, on va dire du Victoza, donc le liraglutide, vous voyez avec la metformine. Vous voyez ici effet sur la glycémie. OK, mais vous voyez aussi, incroyable effet sur le poids. Donc, vous voyez, les gens perdent du poids. Et, je ne le montre pas ici, ils ne font pas d'hypoglycémie. Donc, finalement, vous avez un médicament du diabète qui améliore la glycémie, qui fait perdre du poids, qui ne donne pas d'hypoglycémie et qui, en plus, je ne l'ai pas montré aussi, mais réduit un peu la tension artérielle. Incroyable, que demander plus. Néanmoins, peu prescrit. On ne sait pas très bien pourquoi, c'est un mystère. Peu prescrit dans le monde, peu aimé des médecins généralistes. Probablement parce que le fait que c'est en injection, en stylo, qu'il y a éventuellement des effets secondaires, peut faire peut-être un peu plus peur. Alors voilà, ça c'est ceux qui sont sur le marché. Vous voyez, le premier, le Byetta. Le biduréon, c'est un Byetta LAR, Long Acting Release, donc, où en fait, vous l'injectez qu'une fois par semaine, hein, exactement comme le Trulicity, qui est aussi une autre agoniste GLP-1, qui est fixé à une fraction FC d'anticorps, et donc qui a une demi-vie beaucoup plus prolongée. Donc c'est une injection semaine. Vous voyez, ça devient intéressant. Et le Lixomiac, lui, est une fois par jour. Alors vous voyez déjà au niveau anesthésique, comme vous avez des traitements qui se donnent 2 fois par jour, et d'autres qui se prennent une fois par semaine, c'est parfois difficile de savoir comment et quand les arrêter. Hein, ça va être différent selon chaque. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais donc le liraglutide, ça sort de l'exposé, mais information générale, est commercialisé par Novo Nordisk sous forme de Victoza, et la même molécule, exactement la même, est aussi commercialisée avec le nom de Saxenda, qui n'est pas remboursé, mais qui est spécifiquement pour le traitement de l'obésité. Voilà. Puisque vous avez vu, ça fait maigrir. Voilà, donc
on va parler tout de suite donc de l'arrêt éventuel en cas d'intervention, mais autre chose qui peut ou qui doit sans doute vous intéresser, donc c'est que ces médicaments GLP agonistes ont toutes sortes donc d'effets, pléiotropes et autres, que directement sur la sécrétion d'insuline. Et un de ces effets importants, en tout cas pour les molécules à courte durée d'action, c'est l'effet, comme vous voyez ici, sur la motilité gastrique. En effet, les courtes durées d'action, donc principalement le Lixumia, le Byetta, une grande partie de leur effet va être via un ralentissement de la vidange gastrique. Donc très intéressant, puisque forcément vous allez diminuer la glycémie postprandiale si vous digérez votre glucose, disons vos féculents, vos glucides plus lentement. Donc très intéressant pour le traitement du diabète. En péropératoire, c'est sans doute moins intéressant, puisque ça peut évidemment favoriser la stase gastrique et des problèmes que vous connaissez mieux que moi. Voilà. Pour cette raison, on conseille, pour ceux qui peuvent l'être, c'est-à-dire ceux qui se donnent 1 ou 2 fois par jour, de stopper en fait les GLP agonistes le jour de l'intervention. Et on précise que si vous avez des patients qui ont par exemple une procédure avec préparation colique, alors on propose d'arrêter le médicament le jour de la préparation colique. Alors, évidemment, problème pratique pour les traitements qui ne se donnent qu'une fois par semaine. Donc, inutile de vous dire qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de BM qui dit comment faire. Et donc, dans la littérature que j'ai consultée, ce qu'on dit, c'est un peu pragmatique. Si, en fait, l'injection coïncide avec le jour de l'intervention, de la procédure, on ne le donne pas. Sinon, si la drogue était donnée 5 jours avant, de toute façon, on ne fait rien, on avance. Oui, donc, détail. Donc, pour ces drogues qui se donnent une fois par semaine, comme donc le biduréon, le Trulicity, elles ont justement moins d'effet en fait sur la vidange gastrique. Donc, intéressant à savoir. Voilà, alors, j'admets, peut-être que j'aurais pu me passer de cette diapositive et aussi d'une autre qui viendra après pour cet exposé, mais quand même, parce que pour nous, ça a été vraiment un événement extrêmement important qui explique aussi pourquoi on aime ces molécules et pourquoi, vous allez voir, on pense aussi à les utiliser en intra-hospitalier et peut-être même en chirurgie cardiaque. C'est parce que il y a maintenant 2 ans, cet article, vous voyez, du New England n'était pas le premier, je vais vous montrer l'autre après, mais était le deuxième un peu d'une série qui a montré que d'une manière extrêmement en fait inattendue et incroyable, ces drogues, donc ici c'est le Victoza, certaines de ces drogues ont montré donc un effet protecteur au niveau cardiovasculaire chez des patients diabétiques de type 2 à extrêmement haut risque, puisque dans ces études, c'est des patients qui avaient déjà eu des antécédents cardiovasculaires, qui étaient donc non seulement traités pour le diabète, mais qui étaient sous statine, sous antiagrégants, sous IEC, sartan, et donc des gens vraiment extrêmement haut risque, déjà traités par vraiment le gold standard. Eh bien, malgré ça, vous arrivez, en plus de ça, de leur faire voyer 22% de décès cardiovasculaires en moins. Donc, c'était assez impressionnant. Et vous voyez que la courbe, ça se divise assez vite, en quelques semaines. Et donc, personne, quand on a vu ça, personne n'a pensé qu'il s'agissait d'un effet sur la glycémie. La glycémie, il faut 20 ans avant d'espérer un effet cardiovasculaire. Donc, il y a un effet probablement intrinsèque de ces drogues. Ça a été montré avec 2 agonistes GLP-1. L'un, c'est le Victoza. L'autre, c'est le semaglutide qui n'est pas encore commercialisé. Et donc, ça, c'est vraiment été, si vous voulez, pour nous, une petite révolution. Et alors, vous voyez, donc pour cette raison, et d'autres, parce qu'on l'a dit, ça ne donne pas d'hypoglycémie, c'est assez sûr. Je n'ai pas dit, ça peut aussi se donner en cas d'insuffisance rénale, bien qu'il n'y a pas beaucoup, je ne pense pas qu'il y a d'études en périopératoire, mais on sait maintenant par l'expérience que pour des insuffisances rénales même sévères, certaines drogues comme le liraglutide peuvent être utilisées avec sécurité. Vous voyez, mais comme pour les gliptines où on commence à les introduire en intra-hospitalier, vous voyez, c'est la même chose pour les GLP agonistes. Parce que vous voyez, ça, c'est un protocole qui est en cours actuellement en Hollande, où ils vont essayer de, plutôt que de traiter donc, les patients en chirurgie cardiaque d'office par de l'insuline. Alors ça, c'est des patients non diabétiques ici, dans cette étude-ci. Ils vont essayer de commencer par les traiter par GLP agonistes
avec l'espoir d'avoir moins d'hyperglycémie, donner moins d'insuline et peut-être d'avoir des effets protecteurs particuliers. Bon, ça n'a jamais été montré chez l'homme, mais sachez que chez la souris et chez le rat, dans des modèles de comment on dit, de perfusion, enfin d'ischémie reperfusion coronaire, les GLP-1 agonistes ont montré une protection contre l'ischémie, enfin contre la nécrose myocardique. Ça n'a pas été montré chez l'homme. Voilà, alors, dernière partie de mon exposé, peut-être encore le plus intéressant, c'est la toute dernière classe d'antidiabétiques, donc qu'on appelle les inhibiteurs, inhibiteurs de SGLT, enfin du SGLT2, ou plus communément appelé glyphosine, puisque toutes les molécules se terminent en glyphosine. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Donc ça, il y a 3 médicaments, vous allez voir en Belgique. Alors, comment ça agit? Eh bien, donc, ce sont, comme leur nom l'indique, des inhibiteurs du SGLT2. Qu'est-ce que le SGLT2? C'est un sodium-glucose transporteur 2. Donc, c'est un cotransporteur sodium-glucose qui est donc exprimé au niveau du tubule proximal rénal et qui est responsable de la réabsorption. Vous voyez, en situation physiologique de quasiment de 90% de la réabsorption du glucose. En effet, vous savez que le glucose est entièrement filtré par le néphron et normalement entièrement réabsorbé. Donc par ce fameux SGLT2, il y a aussi un peu de SGLT1 dont on ne va pas parler. Voilà. Et donc cet inhibiteur du SGLT2, qu'est-ce que ça fait? En inhibant la réabsorption du glucose au niveau proximal, vous perdez du glucose dans les urines, donc vous faites une glycosurie. Donc, avec plusieurs effets intéressants. D'abord, évidemment, vous diminuez la glycémie, puisque dès que la glycémie monte, vous en perdez une partie dans les urines. Vous créez aussi par là même, à cause de la glycosurie, une diurèse osmotique. Donc, les gens vont perdre un peu d'eau. Alors, ça peut être bien, ça peut être moins bien, on va voir tout de suite pour vous. Donc, ils vont avoir un certain degré de diurèse osmotique. Ils perdent aussi du sodium, puisque c'est un cotransporteur glucose-sodium. Donc, ça peut être intéressant dans certaines pathologies comme l'insuffisance cardiaque. Ça va aussi faire que la tension va diminuer un peu. On parle de 2, 3, 4 mm de mercure. Alors pour moi, ça n'a l'air de rien, mais pour les cardiologues en chronique, c'est important. Voilà. Et alors en plus, comme vous perdez du glucose, vous perdez des calories. Le glucose, c'est quand même une source d'énergie. Et donc, vous avez aussi tendance à maigrir puisque vous perdez des calories. Voilà. Alors vous voyez, donc ça c'est un peu pour résumer donc l'effet ici c'est la même chose pour les 3, glyphosine. Donc vous voyez ici, action sur l'hémoglobine glyquée, voilà, fait. Ici, vous voyez action sur le poids. Vous voyez ici, ça c'est encore une fois, c'est une sulfonylurée et metformine, traitement, on va dire ancien, classique. Vous voyez ici, des gens prennent un peu de poids, 0,7 kg. Ici, ils perdent, vous voyez combien? 3,7 kg. Donc c'est parfois en moyenne, donc vous voyez, ça peut être impressionnant. Là, vous voyez ici, donc, comme j'en parlais tout de suite, l'effet significatif, modeste, mais significatif sur la tension artérielle, ici systolique, c'est aussi le cas pour la diastolique. Et alors ici, vous voyez aussi les hypoglycémies. Vous voyez, encore une fois, si on avait dit ça il y a 20 ans, incroyable. Vous traitez le diabète, vous perdez du poids, vous baissez votre tension et vous ne faites pas d'hypoglycémie. Alors évidemment, chaque fois que je parle de ces molécules, je dis qu'elles ne font pas d'hypoglycémie, c'est en monothérapie. Parce que c'est clair que vous rajoutez une glyptine à de l'insuline ou une glyphosine à de l'insuline, les patients pourront faire éventuellement plus d'hypoglycémie à cause de la potentialisation de l'insuline. Par exemple, ça, d'accord. Mais en monothérapie, non. Ou il y a même moyen de faire maintenant, comme je pense c'était dans une question, des bi- ou des trithérapies avec des drogues anciennes comme la metformine et nouvelles, où vous avez finalement 3 antidiabétiques qui ne donnent pas d'hypoglycémie. Ce n'est pas toujours remboursé. Voilà. Alors, les GLT2 inhibiteurs agissent entièrement dans la lumière rénale, bulle proximale. Et donc, ça veut dire que si la fonction rénale est diminuée, alors vous allez perdre l'effet glycosurique. Donc, en fait, ces médicaments ne sont pas indiqués en cas d'insuffisance rénale, mais on sait maintenant, aussi dans plusieurs études, qu'ils sont probablement safe à utiliser en cas d'insuffisance rénale. Et même peut-être, je vais vous montrer une dia un peu après, même peut-être plus que safe, ils ont peut-être un effet même protecteur rénal.
Voilà, alors ça c'était, si vous voulez, la première étude du même type que je vous ai monté l'étude cardiovasculaire avec le Victoza, ça s'appelle l'étude LEADER. Ça c'est l'étude Empiric Outcome, donc qui est sortie un an avant, exactement un an avant, parce que ces études sortent chaque fois au moment du congrès américain du diabète. Hein. Donc c'est tout, maintenant, c'est dans 15 jours, donc tous les mois de juin, tac, tac, vous avez les études qui apparaissent dans le New England, en même temps qu'elles sont présentées. Et vous voyez, donc ça, c'était donc la première du genre. Donc, vous voyez encore une fois, même genre de patient, diabétique de type 2, à très haut risque. Et alors, ces études avaient été au départ demandées par la FDA pour prouver la non-toxicité cardiovasculaire de ces drogues. Pourquoi? Parce que depuis l'étude de Nissen, la méta-analyse que je vous ai montrée là, de 2007. On avait dit, tiens, les médicaments du diabète, ils donnent des infarctus, ils donnent des morts, qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, la FDA a dit, OK, maintenant, terminez tout ça. Vous faites des études pour montrer que vos nouvelles molécules sont neutres, on va dire, hein, primum non nocere au niveau cardiovasculaire. Donc, ces études ont été faites pour ça. Et donc, finalement, d'une manière tout à fait incroyable, elles montrent une protection. Vous voyez ici, encore une fois, chez ces patients à très haut risque, 38% de décès cardiovasculaires en moins chez ces patients qui prenaient donc l'empagliflozine, c'est-à-dire le Jardiance, au top du traitement antidiabétique et tout le reste. Alors, ce qui est très intéressant avec ces glyphosines, ce qui n'est pas le cas pour les GLP agonistes, où là on a l'impression qu'il y a un effet un peu pléiotrope sur les facteurs de risque cardiovasculaire, ici, on a vraiment bien identifié que les patients meurent moins de causes cardiovasculaires sous empagliflozine parce que, vous voyez, c'est cette courbe aussi, ils sont moins hospitalisés, ils meurent moins d'insuffisance cardiaque. Et donc, alors, les hypothèses pour l'instant sont infinies, c'est un débat pour l'instant qui est loin d'être terminé, on ne sait pas pourquoi, je vous montrerai tout à la fin, dans ma conclusion, une hypothèse, mais en tout cas, il y a beaucoup d'études pour l'instant en cours pour donner des glyphosines dans le cas d'insuffisance cardiaque. Et d'ailleurs, peut-être un peu rapidement, mais l'EMEA ne l'a pas fait, mais la FDA a, je pense, il y a 6 mois, accepté l'indication des glyphosines dans l'insuffisance cardiaque. Donc, on parle beaucoup de ça, d'ailleurs, avec les cardiologues. Voilà. Donc, vous voyez, moins d'insuffisance cardiaque pour ces molécules, donc molécules miracles, avec quand même quelques effets secondaires. On va dire l'effet secondaire le plus banal, le plus fréquent, mais peut-être le moins grave, c'est les infections urinaires basses. Donc ça peut vous intéresser. Donc quand on dit infection urinaire basse, c'est en fait principalement des mycoses, donc des balanites ou des vaginites. Alors vous voyez ici, ça touche principalement les femmes, hein, voyez, et les hommes non circoncis. Voilà. On ne sait pas très bien pourquoi. Vous voyez, entre 5 et 10% par rapport à 3% pour le placebo. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les patients qui sont traités par glyphosine ont plus de risques de faire une infection urinaire basse, une mycose, en particulier s'ils en ont déjà fait avant et s'ils sont une femme. Alors, ces infections se traitent d'une manière tout à fait classique, banale. C'est aussi rare qu'on doive arrêter ces médicaments pour des infections ou des mycoses à répétition. Alors, je vous parlais de l'effet sur les reins et d'un effet donc de diurèse osmotique. Et donc, à cause ou grâce, hein, en fonction de comment on voit les choses, de cette diurèse osmotique, donc les gens, les patients traités peuvent, surtout en début du traitement ou quand la glycémie est fort élevée, puisque le degré de glycosurie est bien sûr dépendant du degré d'hyperglycémie, peuvent développer un certain degré de déshydratation, voire d'hypotension. Alors, hypotension en particulier chez les patients fragiles, âgés, qui sont déjà sous IEC ou sartan, hein, peuvent être hypotendus, peut-être majorés, comme vous voyez ici, au départ peuvent un peu augmenter leur créatinine, bien que, comme vous voyez ici sur cette courbe, c'est vraiment un peu le même effet qu'on voit avec les IEC ou les sartans. Vous avez une baisse, une augmentation de la créatinine en début de traitement, mais pas d'altération sur le long terme. Et donc on pense que ici, cette baisse de la clearance, cette augmentation de la créatinine est due donc probablement à ce certain degré de déshydratation, hein, qu'on peut voir en début de traitement, donc lié à la polyurie sur la diurèse osmotique. Hein. Et donc par contre, sur le long terme, il n'y a pas encore d'études qui ont testé ça en primary outcome, mais dans des secondary outcome d'études comme l'étude en outcome que je viens de vous montrer, on a plutôt l'impression que ces drogues, donc
encore une fois, comme les yeux C chez le diabétique, malgré le fait que la créatinine peut un peu augmenter, on a plutôt l'impression que sur le long terme, il y a, vous voyez, très significativement une protection contre l'aggravation ou l'apparition d'une néphropathie diabétique. Alors, dernier effet secondaire, finalement, heureusement, relativement rare, mais fascinant à étudier au niveau physiopathologique, donc c'est la survenue d'acidocétose. Donc, vous savez que l'acidocétose, c'est vraiment une complication du diabète, rare, potentiellement mortelle, donc heureusement qu'elle est rare, mais qui est vraiment donc l'apanage du diabète de type 1, puisque c'est vraiment la complication de l'insulinopénie, donc de l'insulinodépendance. L'acidocétose dans le diabète de type 2 est normalement très rare, et en général, quand elle survient, alors, soit ce n'est pas un diabète de type 2, c'était un diabète de type 1 qu'on avait mépris pour un type 2, ou bien elle survient dans des circonstances très particulières de stress physiologique, infection sévère, pneumonie, infarctus myocardique. Donc ça, c'est typique. Les pathologies cardiaques, comme l'infarctus, vont faire sécréter les hormones de stress, des catécholamines, qui vont favoriser l'acidocétose, mais ça reste rare. Et alors, ce qui a été décrit, vous voyez, ça, c'est la revue canadienne, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, donc elle est bilingue. Donc, j'ai pris la partie francophone, qui est peut-être traduite de l'anglais, donc peut-être moins belle. Mais donc, c'était, vous voyez, tout récent, où, en fait, les Canadiens, mais d'autres, il y en a aussi d'autres, ont décrit, donc des anesthésistes, qui ont décrit, donc, ce fameux phénomène d'acidocétose diabétique euglycémique, lié à la prise de glitazone. Donc, euglycémique, donc vraiment des patients qui ont une vraie acidocétose, vous voyez, avec un pH inférieur à 7,3, un frein ionique élevé, des corps cétoniques de bêta-hydroxybutérate dans le sang et les urines, mais relativement euglycémique. Alors ici, j'ai appris que leur définition de l'euglycémie, c'est moins de 250 de glycémie. Bon, maintenant, moi, j'en ai vu d'une manière expérimentale dans des types 1 avec des glycémies même à 100, donc c'est assez impressionnant, il faut l'avoir vécu pour le croire. Et donc vraiment, c'est doublement dangereux, parce que d'abord, l'acidocétose est déjà potentiellement mortelle, mais en plus, comme les gens ne sont pas très hyperglycémiques, il faut y penser. Donc on ne sait pas, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on ne sait pas très bien pourquoi les glyphosines donnent ou favorisent les acidocétoses. Il y a des hypothèses. On sait en tout cas que c'est probablement rare, mais en tout cas décrit, comme vous le voyez ici, décrit un peu partout par des case reports chez des patients diabétiques de type 2 traités par glyphosine et qui ont eu un stress physiologique ou une pathologie intercurrente. Donc vous voyez ici qu'est-ce qu'on en dit. Vous voyez que normalement, c'est quelque chose qui reste rare, mais on suspecte, avec les case reports et la physiopathologie, que ces acidocétoses glycémiques pourraient être plus fréquents avec un stress physiologique, une chirurgie. Probablement que la chirurgie cardiaque est un facteur de risque particulier, puisqu'on sait que c'était déjà un facteur de risque d'acidocétose dans le type 2 avant même les glyphosines. Et donc, probablement aussi que le fait de rester à jeun joue parce que quand vous restez à jeun, il y a moins de sécrétion d'insuline endogène. Et donc, on sait que l'acidocétose, c'est une histoire de balance entre les hormones contre-insuliniques, adrénaline, glucagon, cortisol et insuline. Donc, si vous baissez l'insuline et que les autres augmentent, vous favorisez l'acidocétose. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, on doit parfois se méfier, enfin ça c'est plutôt pour nous, les diabétos, des diabètes de type 1 lent, qu'on a parfois pris pendant des années pour des types 2 et qui finalement, un jour, après 10 ans, 20 ans d'évolution, se manifestent par une acidocétose. Bon, ça c'est entre parenthèses. Donc, conséquence pour vous, encore une fois, pas de BM, mais oui, donc ça c'est un éditorial aussi assez récent, et il y en a d'autres d'anesthésie qui parlent justement des glyphosines. Vous voyez, avec le good de bas de gly, le good c'est que c'est très bon pour la glycémie, de bas c'est que ça donne des infections urinaires, et que si vous avez des patients qui subissent une chirurgie ou qui bénéficient d'une chirurgie urologique ou gynécologique et ou qui ont des cathéters vésicaux, il faut savoir qu'ils sont probablement à plus grand risque d'infection urinaire. Donc ça c'est de bas, mais le ugly, c'est bien sûr ce risque d'acidocétose.
Alors, qu'est-ce qu'on propose ici pour éviter ces acidocétoses? C'est dans les case reports que je vous ai montrés là, les glyphosines avaient été arrêtées 24 heures avant l'intervention. Donc, c'est sans doute pas assez. Donc, ici, on propose 5 demi-vies qui sont de 12 heures. Donc, ici, ils proposent 48 à 72 heures, au moins, avant l'arrêt. Alors, évidemment, j'imagine que ça vous arrive souvent. Si c'est une chirurgie en urgence, un acte non planifié, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut reporter, si c'est en urgence, non, mais si c'est un acte planifié où le patient n'a pas arrêté, comme demandé, la glyphosine, est-ce qu'il faut reporter l'intervention? Ça, c'est évidemment tout à fait discuté. Bon, j'imagine qu'on ne va pas reporter comme ça une chirurgie cardiaque. Néanmoins, une chirurgie majeure ou cardiaque est pour l'instant, en tout cas, considérée comme une contre-indication relative pour quelqu'un qui est donc sous glyphosine. Évidemment, considérer avec tous les facteurs pro et contra qu'il faut. Les infections urinaires, je vous en ai parlé. Et alors aussi, donc, les patients fragiles, on l'a dit, avec en particulier ceux qui ont un diabète pas bien équilibré, qui pourraient avoir donc une glycosurie, donc une polyurie importante, on sait qu'ils ont un certain degré d'hypovolémie et donc apparemment l'hypovolémie peut, donc je l'ai appris hier en le lisant, peut se manifester par une plus grande variabilité tensionnelle à l'induction. Et donc dans l'article ici, il proposait donc de remettre un peu de liquide à ces patients si on pense qu'ils pourraient avoir cette polyurie sur la prise de glyphosine. Voilà. Alors après l'intervention, l'acte chirurgical, on propose donc une surveillance post-opératoire plus intensive. Bon, bien sûr, à l'USI, ici, c'est une intervention avec stress péropératoire plus important. Donc, quelque chose qui est sans doute très utile pour éviter l'acidocétose, bien qu'il n'y a pas encore d'études qui le démontrent, mais c'est logique, c'est d'infuser de l'insuline, puisque en fait c'est le traitement. Hein. Moi, quand vous avez un patient qui a un patient diabétique de type 1 qui a une acidocétose euglycémique, le traitement, c'est de lui injecter de l'insuline pour éviter l'hypo, de lui donner du glucose. Donc, ça a l'air logique. Voilà. Monitoriser, bien sûr, le bêta-hydroxybutérate sanguin, qui, comme vous savez maintenant, est assez facile. La reprise du traitement, bien sûr, sans urgence, quand le stress physiologique est résolu. Ça, je ne sais pas très bien quand c'est, et certainement quand le patient boit et mange normalement. Alors, j'ai fini, vraiment, dans deux dias. Donc, ça, c'est l'avant-dernière dia, pour vous montrer, en fait, que pour l'instant, pourquoi, en fait, les glyphosines ont un effet protecteur cardiovasculaire et en particulier sur l'insuffisance cardiaque. On n'en sait rien, mais il y a beaucoup d'hypothèses, comme vous voyez. Donc, il y a des hypothèses plutôt de volume, qui ont attrait à la diurèse, à une augmentation du feedback tumoroglomérulaire. Et il y en a une autre, et je terminerai par là, assez intéressante, qui est que, c'est peut-être que la protection cardiaque donc, vient du fait de l'augmentation des corps cytoniques plasmatiques. Donc peut-être que finalement le mauvais est finalement quelque part bon. Il a été effectivement décrit que chez les patients qui prennent des glyphosines, même sans faire d'acidocétose, il y a une légère élévation de l'ordre de parfois 20% des corps cétoniques circulants. Et voilà, vous voyez que c'est l'hypothèse du substrat économe, donc publié il y a 2 ans. Donc l'hypothèse serait que, à partir du moment où des patients diabétiques de type 2 ont en fait un cœur qui est déjà ischémié, où le cœur utilise principalement comme source d'énergie des acides gras qui, on sait, sont moins efficients en termes de production d'ATP, et que vous traitez ces patients par glyphosine, donc vous augmentez les corps cétoniques circulants. Le cœur va alors préférentiellement utiliser les corps cétoniques et le glucose par rapport aux acides gras. Les corps cétoniques et le glucose sont plus efficients pour produire de l'ATP. Donc plus d'ATP malgré le manque d'oxygène fait que la contractibilité est mieux préservée. Et donc peut-être que les quelques rares cas d'acidocétose potentiellement mortels, c'est peut-être finalement par où il faut passer pour avoir la protection cardiaque. Voilà, je vous remercie.